Madame la professeure Benatas, Madame la Présidente, mes chers collègues et chers amis, je ne vous cacherai pas le plaisir que je retrouve ici. Tout à l'heure, Madame Benatas a rappelé que j'étais venu en 2011. En fait, je suis venu à Constantine à son initiative en 2011, en 2015. Et j'étais déjà venu en 1973, si ma mémoire est bonne, pour signer la convention entre l'Université de Paris-Vincennes, à laquelle j'appartenais à l'époque, et l'Université de Constantine. Donc vous comprendrez que moi, il y a un petit coup de cœur chaque fois que je reviens à Constantine. Bon, ce préalable étant fait, j'ai intitulé finalement, après avoir hésité, cet exposé des origines de l'urbanisme à la genèse de l'apéro. C'est en quelque sorte de donner ça. Bon, je ne vous rappellerai pas à quelle occasion nous sommes réunis, vous le savez. Je tiens quand même à remercier les organisateurs, et plus particulièrement Madame Samia Benambaz-Korouch, qui m'ont invité et m'ont proposé de présenter cette conférence qui est un grand honneur pour moi. Il s'agit donc de parler de l'apéro. Donc préciser d'abord ce qu'est l'apéro, comprendre ses objectifs et ses principes directeurs. Et pour cela, il paraît nécessaire de rappeler d'abord un peu sa genèse, sa raison d'être, mais également de définir aussi rigoureusement que possible ce que sont l'aménagement et l'urbanisme, comment ils se sont développés historiquement, dans quelles conditions ils sont consignés. L'association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme a été d'abord une association purement française. Elle a été créée en 1984 à Paris entre les institutions peu nombreuses, ils étaient 6 à l'époque, où on enseignait ces disciplines. Elle s'est alors dotée d'une charte que j'ai le plaisir de rédiger, qui a fixé les principes communs que ces institutions s'engageaient à respecter. Cette charte a été approuvée par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère en charge de l'urbanisme. L'apéro a été élargi par la suite à d'autres institutions que les 6 du départ, institutions qui se sont engagées à respecter la charte, qui a donc constitué le départ, le ciment de l'apéro. Ça, ce fut la première étape. La seconde étape, c'était en 1996, j'étais président de l'apéro et j'ai organisé à Montréal une réunion, en principe informelle, pour jeter les bases d'un accueil d'institutions francophones d'autres pays que la France. Et de fait, cette internationalisation a été décidée au congrès de 1997 de l'apéro à Tours et est devenue effective à celui de Tunis en 1998 et s'est donc ouvert ainsi, il y a une vingtaine d'années, ce que j'appelle la seconde étape, l'apéro international. Apéro international, dont d'ailleurs au passage, je dirais que après que j'ai quitté sa présidence pour cause d'âge, si j'ose dire,
Je me félicite de la vie que lui ont donnée mes successeurs. Ça n'est pas évident qu'une institution ainsi de circonstances perdure et prenne de plus en plus de force, ce qui, je crois, a été le cas. La charte de 1984 a été rédigée à cette occasion, réécrite pour tenir compte de la diversité des conditions d'enseignement de l'aménagement et de l'urbanisme dans les différents pays, mais toujours en respectant le même esprit qu'au départ. Plus tard, l'apéro s'est structuré en 3 sections. La section France-Europe, la section Amérique et la section Afrique-Moyen-Orient qui nous concerne aujourd'hui. Son bureau compte actuellement 7 membres qui sont bien représentatifs de cette composition, puisqu'elle comprend une Canadienne, un Canadien, 2 Français, une Libanaise, un Belge et une Algérienne, Mme Chabi-Hou, qui a été amenée à être la présidente de l'apéro. Et le PESRO organise chaque année un certain nombre de manifestations, d'abord des rencontres internationales d'urbanisme, sur un thème qui est défini, bien entendu. L'Assemblée générale se situe à cette occasion, mais l'apéro organise également un prix de thèse, un prix de l'article scientifique et des challenges étudiants comme celui pour lequel nous sommes réunis ici. Mais l'apéro et les activités qu'elle organise n'ont de raison d'être que parce qu'elle est apparue aux institutions d'enseignement et de recherche en université et aménagement comme un triple besoin. Je crois important de rappeler ces 3 besoins. Le premier besoin est un besoin d'identité et d'affirmation. S'identifier, sinon comme discipline au sens scientifique, du moins comme champ distinct des disciplines auxquelles il recourt, c'est-à-dire l'architecture, le génie civil, la géographie, la sociologie, le droit, l'économie, l'histoire, l'espace privé. Or, la tendance dans beaucoup de pays est que certaines de ces disciplines, traditionnellement l'architecture et la géographie, de façon plus récente la sociologie, parfois le droit, voire d'autres, considèrent que l'aménagement et ou l'urbanisme ne sont qu'une de leurs spécialités. D'où ce besoin donc d'identité et besoin d'affirmation également face à des associations internationales qui existaient, mais qui étaient purement anglophones et qui se refusaient à accepter l'usage, en tout cas la pratique de langues autres que l'anglais. Besoin d'échange ensuite. Les conditions qui avaient été à l'origine de la mise en place d'enseignement et de recherche en aménagement et en urbanisme étaient historiquement et géographiquement très différentes. Les échanges d'expériences, plutôt qu'une rivalité qui aurait pu se créer, qui à un certain moment d'ailleurs, nous le verrons, s'était créée entre ces institutions, sont apparus comme une nécessité et un moyen de rapprocher les pratiques de chacun sans néanmoins chercher à les uniformiser. Besoin de cohérence, enfin et surtout, l'urbanisme et l'aménagement n'est enseigné que depuis une période relativement récente. Il fallait s'assurer que ces enseignements poursuivent des objectifs communs, recourent à des principes similaires, fassent appel à des méthodes comparables. C'est la raison pour laquelle l'apéro est né autour d'une charte, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le respect des termes de cette charte et la condition posée à l'adhésion ou au maintien comme membre actif au sein de l'apéro. J'y reviendrai. Alors, il faut quand même avant de voir
s'il y a des objectifs et des méthodes communs dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme, il convient de définir de façon claire ce qu'on appelle aménagement, ce qu'on appelle urbanisme. Ça peut paraître un peu étonnant dans une réunion qui est consacrée, mais chacun peut constater, au cours des conversations qu'il peut avoir avec notamment des personnes qui travaillent dans des champs différents, mais même avec des personnes qui travaillent dans ce champ, que les visions de ce qu'est l'aménagement et de ce qu'est l'urbanisme sont souvent très différents, pour ne pas dire contradictoires. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu d'urbanisme avant la période moderne. Certains textes, comme le Utopia de Thomas More, restent une référence. Certaines réalisations, comme le plan de l'enfant pour Washington, ou les réalisations de Cherda à Barcelone ou d'Haussmann à Paris, je pourrais en citer bien d'autres, constituent encore aujourd'hui des références dès qu'elles eussent eu lieu à des périodes où l'on ne parlait ni d'aménagement, ni d'urbanisme, où ces termes n'existaient pas, ou tout au moins existaient avec des sens totalement différents, qui n'ont aucun rapport. L'aménagement était considéré comme la façon d'organiser les vignes, et l'urbanisme était présenté dans le dictionnaire Littré comme ce qui avait été créé par Sainte-Claire, qui avait créé un courant religieux. Vous voyez que ça n'a aucun rapport avec le sens moderne. Alors ici, je vais essayer de définir avec vous ces deux termes. Évidemment, je ne vais pas essayer, mais je vais vous infliger les définitions que je me suis permis de donner dans notre dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement. En rappelant que le terme d'aménagement, au sens moderne du terme, n'est hier apparu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, et le terme d'urbanisme, en français, n'est apparu pour la première fois que dans un article de 1910, une obscure revue de Neuchâteloise de géographie, la ville de Neuchâtel en Suisse. Ses équivalents étrangers, Town Planning, est apparu en 1909 avec le Town Planning Act. En espagnol, l'urbanismo, à peu près à la même époque. Certes, Cherda avait parlé d'urbanisation, mais dans un sens différent, qui était l'action de développer la ville. C'était le développement de la ville, ce n'était pas une action volontaire. Et en allemand, Städtebau avait été introduit par Camille Ossite un peu plus tôt. 1889 pour être précis. Alors, définition de l'aménagement, j'ai proposé la définition suivante, un peu longue. C'est l'aménagement à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'une agglomération, voire d'une région urbaine, qu'on peut considérer comme un champ d'action pluridisciplinaire par essence, qui vise à créer dans le temps une disposition de l'espace en recherchant harmonie, bien-être et économie. Ça, c'est la définition que j'ai proposée pour le terme d'urbanisme. Pour le terme d'aménagement, j'ai proposé de retenir également une définition un peu longue, un ensemble d'actions concertées visant à disposer avec ordre les habitants, les activités, les constructions, les équipements et les moyens de communication sur l'étendue d'un territoire. L'aménagement, comme vous voyez, peut-être à des échelles extrêmement différentes, depuis l'aménagement d'un local jusqu'à l'aménagement d'un territoire national, voire au-delà, alors que l'urbanisme est quand même plus restreint du quartier à la région urbaine. Enfin, ça fait, on a besoin encore un champ assez vaste. Alors, ces définitions
conduisent à s'interroger sur deux points. J'ai parlé de champ d'action. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est clair que l'aménagement et l'urbanisme ne peuvent prétendre ni au statut de science, ils n'en ont pas les concepts spécifiques, ni au statut de technique, car il n'y a pas de méthode spécifique et bien établie, ni non plus au statut d'art, dans la mesure où l'idéal de beauté, en atteint d'ailleurs, n'est qu'un objectif parmi d'autres, objectif que l'efficacité et le bien-être de la vie. L'aménagement et l'urbanisme peuvent être considérés comme une praxis, une action, une pratique, exercice d'application, manière de faire, confrontation en réalité, d'où naît l'expérience plus que la connaissance. Autre question, le caractère pluridisciplinaire de l'urbanisme. J'ai évoqué tout à l'heure, de nombreuses disciplines ont eu tendance à considérer l'urbanisme, certaines, l'aménagement d'autres, l'urbanisme et l'aménagement encore, d'autres encore, comme étant une de leurs spécialités. Bon, je n'insisterai pas là-dessus, mais disons que ça a été le principal problème qu'ont rencontré l'aménagement et l'urbanisme pour s'affirmer, avoir marqué leur indépendance par rapport à ces disciplines diverses auxquelles il doit avoir recours, c'est de façon absolument nécessaire, mais dont aucune ne doit l'accaparer. Je saute un petit peu sur certains aspects des raisons de respect de l'horaire. Je voudrais seulement évoquer un point qui est rarement souligné, qui peut prêter à discussion d'ailleurs. C'est qu'avec le recul du temps, il m'apparaît que l'urbanisme, dans ses réalisations concrètes, a été dominé pendant les 2 derniers siècles par les modes de transport dominants et par les règles de financement de la construction. Les modes de transport dominants, on peut constater empiriquement que les plus grandes villes, les plus grandes agglomérations aujourd'hui ont correspondu à un rayon que l'on pouvait parcourir en 1 heure environ par les moyens de transport dominants. La Rome antique, Constantinople, bref, les plus grandes villes de l'Antiquité et du Moyen-Âge avaient environ 4 km de rayon, c'est-à-dire la distance qu'on peut parcourir à pied. Les premiers transports en commun, qui sont apparus selon les villes au cours du XIXe siècle, notamment les transports en commun hippomobiles tirés par des chevaux, ont permis d'étendre ce rayon à 8 km environ, ce qui a permis l'extension des faubourgs, notamment à l'époque de la révolution industrielle. Le chemin de fer a été l'étape suivante. Mais il est intéressant de remarquer que le chemin de fer suburbain n'est né que plusieurs décennies après le chemin de fer interurbain. Le chemin de fer a été conçu au départ comme un moyen de liaison entre les villes, avec le moins possible de stations intermédiaires. Et ce n'est que petit à petit, j'évoquerai en particulier le cas de Paris que je connais mieux, mais ce n'est pas le seul, je crois, que les communes proches de la capitale, proches de la ville-centre, qui étaient traversées, ont réclamé l'ouverture d'une station. Paradoxe d'ailleurs, quand le chemin de fer avait été créé et avait traversé le territoire, en général, elles avaient beaucoup protesté contre les nuisances et les dangers, pensaient-elles, que ce chemin de fer allait apporter sans rien leur donner en échange. Et c'est environ une génération plus tard qu'elles se sont dit, mais dans le fond, demandons l'ouverture d'une station
et ça sera utile à notre population. C'est donc à toute fin du XIXe siècle que le chemin de fer suburbain a permis une extension des agglomérations jusqu'à un rayon d'environ 25 km, qui est celui que, compte tenu des trajets terminaux, le chemin de fer permettait d'atteindre. L'automobile, apparu au début du siècle, ne s'est banalisé en fait dans les grandes villes des pays développés que après la Deuxième Guerre mondiale. C'est au milieu des années 60 que, par exemple, en France, un ménage sur deux a été doté d'une automobile. C'est donc à partir de ce moment-là que ce mode de transport devenu dominant a lui-même fixé le rayon maximal des plus grandes agglomérations de l'ordre de 50 km. Ça veut dire, ceci a pour conséquence que les choix en matière de transport sont déterminants pour l'évolution et la formation des villes. Et notamment, dans le fameux débat entre transport en commun et automobile, il est clair qu'ils conduisent à des formes d'urbanisation radicalement différentes. L'automobile, on le sait, conduit à un urbanisme, plutôt à une urbanisation plutôt qu'un urbanisme, développé sur de très grandes surfaces. L'exemple type étant Los Angeles, pour un cas extrême, avec un habitat à faible densité à base de maisons individuelles, alors que les transports en commun conduisent à une urbanisation beaucoup plus dense autour des stations, avec une prédominance de l'habitat collectif. Ce sont donc deux organisations de l'espace urbain totalement différentes que permet l'un et l'autre. Je crois avoir été un des tout premiers à même avoir lancé l'expression priorité au transport en commun à une époque, dans les années 60, où tout le monde ne jurait qu'en termes d'automobile, de développement de l'automobile, d'autoroutes urbaines, et où on a construit bon nombre de ces autoroutes, y compris au sein des agglomérations. À l'époque, c'était jugé comme complètement hétérodoxe. Je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, c'est devenu une trivialité, tout au moins dans les propos, dans les discours, parce que dans les faits, les décisions ne sont pas toujours aussi favorables au transport en commun que dans les discours. En tout cas, les préoccupations d'environnement qui sont apparues comme prioritaires au cours des dernières décennies, disons des 2 dernières décennies, ont renforcé la nécessité de cette priorité au transport en commun. J'ai dit choix de transport, mais aussi mécanisme de financement du logement. Alors là, je m'appuie essentiellement, et je vous prie de m'en excuser, sur le cas français, mais je constate que les formes d'urbanisation ont complètement différé selon les périodes, en fonction du mode dominant de financement du logement. Pendant tout le XIXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la construction de logements était une affaire privée, une affaire d'investisseurs, soit investisseurs institutionnels, banques et assurances, soit particuliers riches qui plaçaient leur argent dans des immeubles locatifs. On appelait ça un placement père de famille à l'époque. La plupart des citadins habitaient donc dans des appartements loués dans ces immeubles. À cette époque d'ailleurs, les immeubles cossus et les taudis voisinaient. Il n'y avait pas encore de ségrégation, ou plutôt cette ségrégation était surtout une ségrégation par étage. C'est-à-dire que les étages nobles, comme on disait, comme on dit parfois encore aujourd'hui, étaient notamment le rez-de-chaussée et surtout le premier étage, et les étages intermédiaires étaient souvent loués à des membres des classes moyennes, et les étages supérieurs étaient destinés aux domestiques et aux ouvriers. Avec le développement de la révolution industrielle,
L'espace a commencé à manquer dans les villes anciennes et les banques et le patronat ont financé des logements de petite taille et sans confort à la périphérie des villes, loués aux ouvriers. C'est le développement des premiers transports en commun, on l'a dit tout à l'heure, qui, en étendant le périmètre des villes à 8 km d'abord, environ 8 km, a permis ce développement des premiers faubourgs. Certes, de premières tentatives, mais tout à fait timides et quasiment négligeables statistiquement, d'habitat social ont commencé à apparaître à l'initiative d'un certain nombre de penseurs et philanthropes. À partir de 1914, le gouvernement français, excusez-moi toujours de parler de la situation française, du fait de la guerre mondiale, a estimé qu'il fallait éviter que le montant des loyers augmente, ce qui aurait porté préjudice aux familles démobilisées. Il a donc instauré un blocage des loyers et pendant plusieurs décennies, jusqu'en 1948 pour être précis, les loyers ont été bloqués ou ont augmenté très lentement, beaucoup moins vite que vous avez, beaucoup moins vite, voire à certaines dates ont diminué par décision législative. Cette situation a conduit à ce que les investisseurs traditionnels dans le domaine du logement se désengagent, car ça n'était plus rentable. Les loyers ne couvraient même plus les frais de réparation, d'entretien des immeubles. Devant ce dégagement des investisseurs traditionnels dans le logement locatif, il y avait deux solutions. Soit un logement locatif social, et effectivement, dans les années 30 en particulier, on a développé un habitat locatif social, ce qu'on appelle les habitations bon marché, mais qui, pour des raisons de crédit, est resté très minoritaire. L'habitat qui est devenu majoritaire entre les deux guerres mondiales a été un habitat pavillonnaire dans des lotissements qui étaient des opérations purement privées, parfois d'ailleurs réalisées par des individus un peu douteux, et je n'entre pas dans les détails, mais qui a conduit à des quartiers pavillonnaires s'étendant sur des espaces assez vastes, jusqu'à ces 25 km environ, que le chemin de fer suburbain permettait d'atteindre. Ces lotissements étaient, on les appelait lotissements défectueux, parce que le plus souvent, les lotisseurs ne réalisaient même pas les équipements de voirie, et encore moins les écoles, etc., qu'ils avaient promises ou qu'ils avaient annoncées. Et il a fallu d'ailleurs plusieurs décennies pour rattraper ce retard. Donc, troisième phase, le développement urbain. La première, je le rappelle, c'était la ville centralisée à l'échelle de la marche à pied. La seconde a été les faubourgs correspondant au développement des premiers transports en commun automobiles. La troisième, c'est le lotissement, donc une forme urbaine totalement différente, liée au chemin de fer suburbain. La quatrième phase est intervenue après la Deuxième Guerre mondiale, où une crise du logement extrêmement sévère, pire encore que celle de 1918, a conduit cette fois le gouvernement à s'engager massivement dans la construction de logements locatifs sociaux, qui ont pris la forme d'immeubles de collectifs, d'une densité moyenne en général, à cause de main dans la région parisienne de 0,5 dans les autres agglomérations, une densité moyenne, mais ces grands ensembles de logements, comme on les a appelés, étaient à l'époque considérés comme un progrès absolument remarquable, comme chaque essai ils ont mal évolué, et ils sont devenus aujourd'hui ce qu'on appelle publiquement les cités ou les quartiers, on n'est plus les grands ensembles, les cités ou les quartiers, alors que précisément leurs caractéristiques sont l'inverse de celles d'une véritable cité ou d'un véritable quartier avec la vie sociale que cela suppose.
Donc ceci constitue la quatrième étape de la Deuxième Guerre mondiale à la fin, disons 1980. À partir de 1980, il y a eu les effets d'une réforme du financement du logement, introduite par une loi de 1977, qui a voulu privilégier l'accession à la propriété et l'habitat individuel. Et il en est résulté une nouvelle étape que nous connaissons bien, qui est celle de la périurbanisation, c'est-à-dire à nouveau le développement de l'habitat individuel à de grandes distances, ces 50 km que permet l'utilisation de l'automobile, mais avec tous les inconvénients que ça présente et que je ne vais pas développer ici, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de revenir à mon propos tout à l'heure, c'est de dire qu'à mon sens, les deux éléments décisifs du point de vue des politiques d'urbanisme sont les politiques de transport et les politiques de financement du logement. Je ne veux pas dire que le reste soit négligeable, mais ça me paraît être déterminant, tout au moins quant à l'organisation des formes urbaines, de l'urbanisme physique. Bien entendu, ça n'est pas le seul aspect de l'urbanisme. Cela justifie donc, d'une part, cette priorité au transport en commun que j'évoquais tout à l'heure, au transport en commun et au mode de transport doux, la marche à pied, la bicyclette sans moteur, et une organisation autour des stations de ces transports en commun. Mais ça justifie aussi d'apporter des aides financières au logement locatif social, mais en évitant de lui donner les formes un peu repoussantes qu'avaient pris les grands ensembles des Trente Glorieuses. Et il apparaît tout à fait possible, la thèse de mes anciens étudiants, Vincent Fouché l'a parfaitement montré, d'obtenir des densités importantes, relativement élevées, avec des formes d'urbanisation très acceptables. Et chacun sait, rejette quelque peu rejette tout à fait les immeubles en hauteur des grands ensembles. Cet habitat intermédiaire, que j'appelle maison de ville, correspond à des maisons individuelles, rez-de-chaussée et 2 étages, en rangée, c'est-à-dire limitrophes, d'environ 125 mètres carrés de plancher, avec un garage et avec un jardin par l'arrière, sur une parcelle de 250 mètres carrés environ, qui correspond à une densité de 40 logements à hectare et à un coefficient d'occupation des sols de 0,5, qui, je vous ferai remarquer, est celui de la plupart de ces ensembles de logements collectifs de l'après-guerre, sauf en région parisienne où il est plus dense. Ce type de développement, ce type de politique de logement, qui suppose, d'une part, d'être encouragé par les pouvoirs publics, à la fois financièrement et juridiquement, conduirait, avec le développement du transport en commun, à ce qu'on a appelé la notion de la ville compacte, qui permet par ailleurs des économies importantes en termes d'énergie sur le plan du transport, mais aussi sur le plan du chauffage. Alors j'en resterai là en ce qui concerne le développement de l'urbanisme. J'aurais voulu développer l'historique de l'enseignement d'urbanisme. J'aperçois que j'ai été trop bavard. Alors il va falloir que j'aille très vite, car je vais revenir à la fin. Disons que l'urbanisme s'est développé très lentement. En France, le premier institut d'urbanisme de l'Université de Paris a été créé en 1924. Il a eu des précurseurs un peu avant, mais c'est en 1924 qu'il a été créé. Et ce n'est que dans les années 60 que d'autres enseignements sont apparus dans l'école d'architecture, à l'école des ponts et chaussées, etc. Et après 1968, que vraiment l'enseignement de l'urbanisme a commencé à gagner les universités et de plus en plus nombreuses. Je crois que la situation dans d'autres pays est analogue. Comme je sache, en Algérie,
le développement d'enseignement de l'aménagement d'urbanisme est encore plus récent. Je voudrais en venir et terminer par cela, parce que c'était quand même l'objet principal, en rappelant, à la lumière de cet historique malheureusement tronqué de l'urbanisme d'une part, de l'enseignement d'urbanisme d'autre part, quels sont les objectifs et les principes de l'apéro. J'ai dit que l'apéro était né autour d'une charte, encore une fois, qui a été réécrite lorsque l'apéro s'est internationalisé. Ces étapes, cette charte comporte un certain nombre de principes qui font l'objet d'un consensus entre ses membres. Bon, le premier, évidemment, c'est l'usage du français, puisque c'est une nation francophone, même si d'ailleurs ça n'interdit pas de recevoir des étudiants venant d'autres origines et éventuellement que quelques cours puissent avoir lieu dans une autre langue. Enfin, l'essentiel de l'enseignement, en tout cas, a lieu en français. Deuxième principe, la coexistence d'enseignements à portée pratique et opérationnelle. Il s'agit de former des professionnels, spécialistes du domaine de l'aménagement et de l'urbanisme, coexistence avec d'autres enseignements théoriques et critiques. Ces spécialistes doivent conserver une liberté intellectuelle, ce qui implique le recours à des professionnels, d'une part, et à des universitaires, d'autre part, dans le corps enseignant. Troisième principe, des méthodes d'enseignement fondées sur l'interdisciplinarité. J'ai évoqué, je ne reviens pas, les tentatives de diverses disciplines d'accaparer, le mot est fort, mais je l'assume, d'accaparer l'aménagement et l'urbanisme. Encore une fois, aménagement et urbanisme doivent être pluridisciplinaires. Cette pluridisciplinarité doit s'exprimer sur trois plans. Le plan des contenus de l'enseignement, qui doivent recourir aux différentes disciplines constitutives. Le plan du corps enseignant, qui va être composé, je l'ai dit, de professeurs universitaires, et parmi les universitaires, de personnes qui viennent des différentes disciplines, y compris l'universitaire, comme l'architecture. Et troisième plan, sur le plan du recrutement des étudiants, il est souhaitable que les étudiants viennent d'horizons aussi divers que possible, ce qui confortera la pluridisciplinarité, mais surtout permettra des échanges entre les étudiants de différentes origines. Le quatrième principe est celui de l'obligation d'un stage professionnel d'une durée minimale de 3 mois dans une institution publique ou privée du domaine de l'urbanisme et de l'aménagement, évidemment. La durée minimale de 3 mois permet que l'institution d'accueil y trouve également son intérêt. L'étudiant n'y est pas seulement en situation d'observateur, dont on ne sait pas très bien ce qu'il fait et qu'on met dans un coin, mais il participe aux travaux de l'institution, qui c'est pour lui donc beaucoup plus profitable, mais cela est très utile également à l'institution, qui y trouve à la fois un supplément de main-d'œuvre, mais aussi un peu de fraîcheur, si je peux me permettre de le dire. Le cinquième principe est l'obligation pour chaque étudiant, éventuellement en petits groupes, de 2 ou 3 au maximum, d'un travail personnel qui prend la forme d'un mémoire lourd sur un sujet précis, fixé par l'étudiant en liaison avec le corps enseignant. Ce mémoire doit être original, il ne peut s'agir d'un travail bibliographique, avoir un caractère strictement opérationnel ou, au contraire, comporter une dimension théorique, voire de recherche. Une formule d'ailleurs très fréquente et très appréciée par tous est que le mémoire soit un prolongement du stage sur un thème donc qui prolonge lui-même celui du stage. C'est très apprécié par les étudiants qui trouvent une continuité,
et par les organismes d'accueil qui trouvent un prolongement au travail qu'ils ont vu faire en leur sein. Sixième principe, un atelier de travail en équipe sur un projet professionnel. Ce travail est effectué par une équipe de quelques étudiants, de préférence venant d'horizons aussi différents que possible, ce qui, comme je l'ai dit, contribue à la création d'une culture commune. Chaque fois que c'est possible, et c'est plus souvent le cas, ce travail en atelier répond à une demande, à une commande d'un donneur d'ordre extérieur, institution publique, collectivité locale, entreprise, suivant les cas, et fait l'objet d'un contrat rémunéré au bénéfice de la formation, après évidemment déduction des frais matériels engagés pour la réalisation du projet. Cette formule oblige les étudiants à atteindre un niveau de rendu professionnel et à gérer un budget d'études de façon accessoire. Il permet aux donneurs d'ordre, encore une fois, d'avoir une approche souvent originale d'une question qu'il a à traiter en tout état de cause. Septième principe, le développement de la recherche dans le champ de l'aménagement et de l'urbanisme. L'apéro s'appelle la session pour la promotion de l'enseignement et de la recherche. Et développement de la recherche et intégration des apports de la recherche à l'enseignement. Le cadre universitaire dans lequel se situent la plupart des établissements d'enseignement d'aménagement et d'urbanisme le favorise, mais même lorsque ce sont des institutions extérieures à l'université, je pense dans le cas de la France aux grandes écoles, instituts d'études politiques, on constate que ces établissements ont tendance eux aussi à développer la recherche scientifique et que cela constitue un apport considérable à l'enseignement. Et enfin, huitième principe qui découle des précédents, qui est la conséquence, l'acquisition des connaissances des différentes disciplines constitutives, l'atelier professionnel, le stage, le mémoire lourd rendent nécessaire une durée minimale des études que on a considéré devoir être de 2 ans de façon optimale, avec quelques exceptions à 1 an et demi, mais 2 années paraissent vraiment la durée optimale pour pouvoir former des personnes qui puissent se proclamer aménageurs de l'urbanisme. Le principe, le respect de ces principes est vérifié par l'apéro, par une évaluation lors de la demande d'adhésion, puis périodiquement pour les membres actifs qui ont déjà été admis, mais à vérifier qu'ils continuent à respecter la charte. Les équipes d'évaluation sont composées d'universitaires, des associations et de professionnels. Ils étudient les documents remis par l'institution évaluée, effectuent une visite sur place de plusieurs jours pour discuter avec les responsables de l'institution, avec les enseignants et les étudiants, voire avec les professionnels du secteur. Ils remettent un rapport, les évaluateurs remettent un rapport détaillé, qui est communiqué à l'institution évaluée, qui peut elle-même apporter une réponse, et ce sont finalement les instances décisives de l'apéro qui confirment l'adhésion, le maintien au sein de l'apéro. C'est un processus assez exigeant que l'on rencontre guère dans d'autres disciplines, dans d'autres champs, mais qui sont nécessités par les spécificités qu'on a évoquées tout à l'heure. En tout cas, c'est un cas unique, je crois, une sorte d'auto-évaluation collective au sein même de la discipline, ce qui est bien préférable, parce que par exemple en France, on connaissait et on connaît encore, où les diplômes font l'objet d'une habilitation par le ministère sur la base d'un rapport très superficiel qui tient en quelques lignes, établi par un expert entre guillemets, qui le plus souvent est son voisin, mais pas du tout spécialiste. Alors pour conclure, je dirais que l'aménagement et l'urbanisme, plus encore l'urbanisme, tient une place à part entière dans le champ des savoirs. J'ai dit qu'il ne s'agissait ni d'une science, ni d'une technique, ni d'un art,
mais d'une praxis, d'une action et d'une pratique. Il ne constitue donc pas une discipline au sens d'un domaine de connaissance et de recherche attaché à une science particulière, mais il s'appuie sur des disciplines très diverses. C'est ce qui lui permet d'avoir néanmoins un statut scientifique. L'urbanisme a été long à émerger et son autonomie n'est pas toujours reconnue par tous, soit par volonté d'accaparer, comme je l'ai dit, les architectes, les géographes et d'autres encore, soit par simple ignorance, qui ne s'est pas vu demander si l'urbanisme était bien la même chose que l'architecture. Ça vous est sûrement arrivé à chacun, auprès de vos proches, auprès des gens que vous rencontrez. Il est donc indispensable d'affirmer à l'échelle mondiale, et d'abord dans les pays francophones, qui ont en cette manière des racines communes, l'autonomie de l'aménagement et de l'urbanisme par rapport à chacune des nombreuses disciplines auxquelles il fait appel. C'est le rôle de l'APERO dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Elle assume ce rôle dans un esprit d'échanges amicaux et un souci de cohérence entre les enseignements, cohérence qui ne doit pas être confondue avec une uniformité qui ne tiendrait pas qui ne tiendrait pas compte des spécificités nationales et autres.